Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur les différences majeures entre les États-Unis et la France et l'Europe en général. En fait, on peut globaliser ça. Et tout simplement pour répondre à la question, te plairais-tu, toi, qui me regarde en ce moment, aux États-Unis ou non? Je voulais dire à tous ceux qui ne me suivent pas encore que si la vie aux États-Unis c'est un sujet qui vous rend curieux, notamment la finance aux États-Unis, puisque je vous parle vraiment ici de tout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge de s'abonner. La première chose que je tiens à vous dire dans cette vidéo, une des différences qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée ici, ça concerne en fait les quartiers aux États-Unis, particulièrement en fait la ségrégation très visible. Ici tu peux très vite être dans un quartier assez cher, très joli, je veux dire le jardinier ça se voit qu'il passe fréquemment, et tu peux passer d'un seul coup à un quartier un petit peu délabré où tu vois en fait que le quartier est bien plus laissé à l'abandon, si on peut dire ça comme ça, et c'est donc un quartier qui est beaucoup moins cher. Ce qui se passe donc c'est que aux États-Unis la plupart du temps c'est donc rangé par quartier, donc tu as une grande ville qui est composée de différents quartiers et selon tes revenus tu vas pouvoir accéder à tel ou tel quartier, puisque évidemment selon le quartier c'est plus ou moins cher. Ça peut être plus frappant qu'en Europe parce qu'on peut vraiment passer d'un beau quartier à un quartier beaucoup moins joli d'un seul coup en fait, quand on est en voiture par exemple. Deuxième chose, c'est la dangerosité de certains quartiers, c'est-à-dire que certains quartiers sont plus ou moins dangereux. Il y a un site qu'on utilise qui est connu aux États-Unis pour déterminer si un quartier peut nous convenir ou non avant même de commencer à envisager à louer dans tel ou tel quartier. Tu regardes en fait le taux de criminalité dans le quartier en question et tu peux voir, je vais vous montrer directement, mais en gros tu peux voir le nombre d'infractions en fait commises dans ce quartier, que ce soit braquage, agression, meurtre, tout en fait. Donc là tout de suite je suis sur mon ordinateur pour vous montrer un de ces sites sur lesquels on passe en fait pour voir ces données là, pour vous donner une petite idée de comment ça se présente. Et donc là je vais vous montrer un exemple sur spotcrime.com, sachant qu'il en existe évidemment plein d'autres. Et je vais vous montrer un exemple avec l'un des meilleurs quartiers de Miami et juste après avec un quartier beaucoup moins bien réputé à Miami. Voilà, donc là vous voyez le quartier Coral Gables et tout ce qui se passe. Il y a la liste là sur la gauche, donc on a un vol, une agression, un vol, encore une agression. Tout ça le 4 août, le 3 on a encore un vol, une agression, peu importe, voilà, vous pouvez vraiment faire toute la liste et là ça remonte jusqu'au 21 juillet 2020. Donc là il y a du vandalisme, donc graffiti, je ne sais quoi, vous voyez vraiment tout comme ça. Et là, ça c'est un vol. Maintenant prenons un autre exemple, prenons un quartier comme je vous disais un petit peu moins bien réputé. Ça reste correct, mais c'est un quartier moins bien réputé, vraiment. Alors là, vous pouvez voir une petite paire de menottes ici. Donc on est dans le quartier Hialeah. Il y a eu une arrestation donc à cet endroit. Et vous pouvez voir le petit bonhomme braquage en fait de maison, tout simplement. Il y en a un petit peu plus d'un seul coup. Voilà, il y a tout ça. Et vous avez aussi donc les sites qui donnent directement en fait un indicateur. Je vais essayer de vous trouver ça puis de vous mettre une petite photo juste là. Il y a de la disparité en fait selon les quartiers. Et donc en parlant d'armes à feu, ça va me faire venir au troisième point qui sont les fusillades aux États-Unis. Bon, comme je vous dis, dans les quartiers moins réputés, les quartiers qui sont considérés dangereux, on a souvent des règlements de compte, des balles tirées à blanc, des balles tirées tout court. Il y a beaucoup de soucis avec les armes à feu en général, mais pour ce qui est des fusillades, ça peut toucher absolument tous les quartiers. C'est un problème aux États-Unis, hein, c'est pas un secret. Les fusillades touchent majoritairement les écoles et les malls. Les malls sont les endroits où vous avez plein de magasins, vous savez, un peu comme les centres de shopping en France. Voilà, ça c'est un fait. Et c'est bien triste d'ailleurs. Dès l'école primaire, ils font déjà en fait des simulations, c'est-à-dire prétendre qu'une fusillade va potentiellement avoir lieu, en tout cas que quelqu'un entre armé. Donc ça fait quand même partie d'un certain quotidien aux États-Unis. J'ai moi-même vécu une alerte fusillade dans le cinéma où je travaillais. Je vais pas m'étaler là-dessus ici, mais si vous voulez que je fasse une vidéo à part entière sur cette expérience un petit peu désastreuse, même si au final c'était qu'une alerte, c'est un sujet sensible, mais j'essaierai quand même de faire une vidéo sur le sujet, donc dites-moi ça dans les commentaires. On va passer à autre chose. Ce quatrième point va concerner l'usage de la voiture.
Si vous n'aimez pas conduire, il y a peu de chances que les États-Unis soient faits pour vous, à part grande exception comme par exemple New York où beaucoup d'habitants n'ont pas de voiture et utilisent les transports en commun. Mais aux États-Unis, c'est assez rare d'avoir une ville bien desservie en transport en commun et les villes en fait elles sont immenses tout simplement. Donc en fait sans voiture vous pouvez pas faire grand chose. L'avantage au moins c'est que certes il faut la voiture pour se déplacer, mais les routes sont très grandes, les voitures sont aussi adaptées à l'espace qu'on a ici. Donc vous avez généralement une voiture spacieuse, très confortable. Les boîtes sont automatiques donc c'est beaucoup plus pratique pour conduire, il n'y a pas de rond-point. La conduite est plus fluide en général et moins, peut-être un petit peu moins stressante qu'en France, en tout cas moi je trouve. Et aussi peu importe où vous allez, vous aurez toujours de la place pour vous garer, les parkings sont immenses. Voilà, alors si vous aimez faire tout à pied, que vous aimez les petites rues à l'européenne, faire les marchés, aller dans les petites boutiques, boulangeries, boucheries, tout ce que vous voulez, ça risque de vous déranger un petit peu en ce point-là, la vie aux États-Unis. Tout comme si vous aimez conduire, les grandes routes, la facilité de déplacement en voiture, ça peut vous arranger de ce fait de vivre aux États-Unis, mais la voiture ici c'est omniprésent et c'est obligatoire. Et cinquième point, retenir votre place de parking. Au début on n'était pas habitué à des parkings aussi grands. Quand on est arrivé, on est allé se garer dans un mall comme ça un jour, faire un petit tour. On ressort et on se dit on n'a pas retenu où la voiture était garée. Alors on a dû faire tout le tour du parking du mall. Ça nous a pris très exactement 1 heure, voire même peut-être un peu plus pour retrouver la voiture. Je vous laisse imaginer. En tout cas, maintenant on sait qu'il faut retenir où on gare la voiture avant d'entrer, faire quelque chose et ressortir et se dire ah mince, où est-ce qu'elle est? Ah oui, aux États-Unis donc t'as une fonction sur ta paire de clés qui permet de faire klaxonner la voiture en fait en continu pour pouvoir la repérer plus facilement, mais ça a une certaine portée et si elle est trop loin, ça sonnera pas en fait. Numéro 6, les sorties entre amis. On a tendance parfois à aller faire que ce soit un barbecue sur la plage, à se rejoindre sur la plage, mais peu importe en fait où on se rejoint, on s'envoie généralement la géolocalisation pour pouvoir se rejoindre en fait, puisque les plages, les parcs, tout est tellement immense que ce serait compliqué de se retrouver tout simplement. Si on décide de se rejoindre pour manger dans un restaurant, vu que c'est pareil, il y aura certainement dans la ville plusieurs restaurants de la même chaîne, on s'envoie aussi la localisation. 7e point, faire sa retraite soi-même, en tout cas en partie, puisqu'il y a une partie qui marche un petit peu comme en France par exemple, mais c'est vraiment une seule partie, une parfois très petite partie, donc il faut aussi faire sa retraite soi-même. Et là je vais clairement pas revenir sur le sujet. Si vous voulez savoir tout ça en détail, allez voir ma vidéo sur la retraite aux États-Unis, j'explique absolument tout. Donc certes, on doit faire sa retraite soi-même, mais pour le point positif, on a moins de prélèvements sur le salaire et il y a des comptes très avantageux. J'explique ça dans ma vidéo sur la retraite, où par exemple quand tu mets une certaine somme tous les mois de ton salaire pour le compte retraite, l'employeur double cette somme, donc en fait c'est un peu de l'argent gratuit quoi. 8e point, la police. Il y a du négatif, il y a du positif. Le négatif, vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers mois. La situation n'est clairement pas réglée et il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des policiers qui sont clairement racistes. Ils sont donc hors la loi alors qu'ils travaillent eux-mêmes dans le domaine de la justice. C'est une honte. Il y a de l'inégalité, de l'injustice et il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus, mais pour le reste, j'ai travaillé moi-même avec des agents de police qui étaient très bien, tout comme beaucoup d'autres sont très bien, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas bien. Si on parle seulement des agents de police non corrompus, non racistes, voilà, des bons agents de police, ils font un travail phénoménal, ils ont quand même affaire ici aux États-Unis à des crimes parfois violents, à des histoires très violentes, puisque comme la population ici peut potentiellement être armée, évidemment il se passe des choses pas très sympathiques et la police ici est beaucoup plus crainte et beaucoup plus respectée en général qu'en France. Quand on vient aux États-Unis, on sait à quel point ils tiennent aux armes, faut pas s'attendre à révolutionner le pays, c'est un fait. Et si vous venez vivre ici, vous allez rencontrer des centaines, voire des milliers de personnes qui tiennent à leurs armes tout autant qu'à leur liberté d'expression. 9e point, moins de vacances. On a 14 jours de congés payés par an aux États-Unis. Quand on commence dans une compagnie, généralement, c'est la règle. On peut obtenir un petit peu plus au fil des années, mais il faut une dizaine d'années pour obtenir peut-être une semaine de plus, et encore, c'est pas sûr. Tous les expatriés français aux États-Unis ont l'air de se mettre d'accord là-dessus. On a plus tendance, en fait, à se prévoir des week-ends ailleurs, quitte même à prendre l'avion et aller dans un autre état, visiter des choses, voyager. On a tendance en fait à profiter au maximum de nos week-ends, chose que si on se met vraiment d'accord, on ne faisait pas en Europe. 10e point, travaillant plus, on a moins de temps pour cuisiner et beaucoup d'Américains mangent dans les fast-foods et beaucoup
beaucoup d'expatriés tombent dans le piège de faire des fast-food comme ça assez souvent aussi. C'est voilà, étant donné que beaucoup de gens consomment les fast-food, on a vraiment de tout. Il y a des fast-food de nourriture chinoise, de nourriture italienne, de mexicaine, tout ce que tu veux en fait. Tu peux aller au fast-food et manger un plat de pâtes ou de riz en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas forcément hamburger frites, clairement pas. Et de ce fait aussi, on a énormément de fast-food, c'est-à-dire que parfois tu as McDo, Wendy's, Burger King par exemple, les trois côte à côte. Je vais essayer de vous montrer un exemple directement via Google Maps pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, c'est la folie des fast-food ici, clairement, voilà, c'est comme ça. Les Américains ne sont pas réputés pour cuisiner beaucoup et vous pouvez potentiellement tomber un petit peu dans ce truc-là en venant ici, ou en tout cas essayer de trouver le temps de cuisiner, mais ça va changer un peu vos habitudes alimentaires puisqu'il y a beaucoup moins de temps, on travaille quand même plus. 11e point, les repas de famille n'existent pas comme vous les connaissez en Europe, c'est-à-dire papa ou maman qui cuisine et le repas de famille se fait avec les enfants, les parents, tout le monde autour de la table, que ce soit le midi ou le soir, bien tranquillement, on en profite pour discuter. Il n'y a pas vraiment de ça aux États-Unis, c'est plus les parents travaillent beaucoup, donc c'est fréquent. Enfin, par exemple, on prend un restaurant à emporter le lundi, on a des restes, on les met au frigo pour le mardi, les enfants arrivent à la maison après l'école, s'ils ont faim, et ben en fait personne ne s'attend, tu as faim, tu prends les restes du frigo ou un petit les plats, vous savez, faciles à faire au micro-ondes. Les enfants peuvent attraper leur plat rapide ou leur reste et tout simplement mettre ça au micro-ondes et puis manger. Il n'y a pas vraiment cette notion de repas de famille où tout le monde mange à table ensemble. Ça arrive bien sûr, mais c'est pas le quotidien de tous les jours. 12e point, une différence culturelle. Là, si par exemple vous allez évidemment avoir des amis si vous venez vivre aux États-Unis. Si vous êtes invité, nous pour l'instant en tout cas de ce qu'on a repéré depuis qu'on vit ici, ça va faire quand même presque 4 ans, c'est impoli en fait d'arriver sans rien. Alors que vous rameniez une boisson ou un plat que vous avez préparé vous-même à la maison ou que vous avez acheté en passant dans un fast-food, que ce soit un dessert, un plat salé. En fait, chaque personne invitée va amener quelque chose à manger. Si par exemple c'est un grand repas avec pas mal de personnes, même si c'est avec les collègues de travail ou tout ce que vous voulez. Et généralement vous avez, voilà, tout le monde pose un plat en fait sur la table que tu récupères quand tu t'en vas à la fin, sachant que voilà, aux États-Unis on se fait pas la bise en arrivant, on se fait pas la bise en repartant, et quand on s'en va, c'est bye bye tout le monde, on prend le plat, on s'en va. Et aussi quand vous arrivez chez quelqu'un, si vous avez soif, si vous voulez une bière, un coca, tout ce que vous voulez, un verre d'eau, et ben vous attrapez un verre, vous ouvrez le frigo et vous prenez ce que vous voulez. C'est jamais la personne qui reçoit qui va vous servir une boisson ou quelque chose comme ça. Aux États-Unis, on va dans le frigo de la personne qui nous reçoit et on se sert soi-même. Voilà, c'est un truc qui m'a dérangée au début. J'étais un petit peu hésitante. Très hésitante même, je trouvais ça très bizarre, j'osais même pas y aller et c'était compliqué. Mais ensuite on s'y fait très vite et on comprend que c'est la normalité ici et que c'est vrai que ça permet quand même à la personne qui reçoit de profiter un peu plus de la soirée aussi. Donc c'est mieux comme ça finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On arrive donc au 13e point, le prix des écoles et de la santé. Spoiler alert, c'est super cher. Extra super cher. On n'aurait même pas assez de vendre un rein, qu'il faudrait déjà vendre le deuxième et ça suffirait pas encore. Et puis à un moment on va pas vendre tous les organes de notre corps, sinon c'est problématique. Pour ce qui est de la santé, je vais vraiment pas détailler ici, mais si l'assurance santé et la santé aux États-Unis c'est un sujet qui vous rend un petit peu curieux, allez voir ma vidéo sur le sujet, je vais vous mettre le lien dans le petit i. Et pour ce qui est de l'école, bah, sachez que c'est très cher, dès l'école maternelle et l'école primaire, hein, ça, on n'attend pas. C'est cher. Et quand je dis cher, c'est plusieurs milliers par mois. C'est-à-dire que dès l'école maternelle, vous pouvez vous retrouver à payer 15 000 $ par an, je vous laisse calculer sur l'année. Une somme conséquente. Pour ce qui est de l'université, par contre, c'est vraiment là où ça devient hors de prix. Mais pour la petite balance, parce qu'il y a toujours une balance et un équilibre dans les choses, l'université, par exemple, laisse beaucoup plus de temps aux étudiants aux États-Unis. Il y a beaucoup moins de cours, donc beaucoup moins d'heures. Ce qui fait que beaucoup d'étudiants à l'université sont aussi employés quelque part. Par exemple, dans mon cinéma, il y a quelques managers qui sont également étudiants en master ou autre. Et donc, ils peuvent travailler à plein temps malgré leurs études. Ce qui permet en fait de financer une partie
voire l'intégralité des études. Et ça leur donne en plus de l'expérience professionnelle plutôt que d'avoir seulement des bagages universitaires. Ensuite, prochain point, on a un droit du travail moins protecteur aux États-Unis. C'est-à-dire que le bon vieux petit CDI que tout le monde attend avec impatience pour pouvoir acheter la maison, commencer à avoir des enfants et puis se poser et se sentir financièrement dans un endroit sûr, ça n'existe pas vraiment aux États-Unis cette idée. Tu peux être viré du jour au lendemain si l'entreprise commence à économiquement aller un petit peu plus mal, si le patron trouve qu'il n'a plus besoin de toi 40 heures. Tout simplement, voilà, c'est pas sûr, mais c'est vrai que l'avantage que ça apporte, c'est que aussi ici, les patrons par exemple ont moins de charges salariales, donc ils hésitent moins avant d'embaucher quelqu'un. C'est plus facile donc de trouver un emploi, le taux de chômage est généralement beaucoup moins élevé aux États-Unis que dans certains pays d'Europe, et aussi il est très facile et très rapide de gravir les échelons d'une compagnie. Il y a un petit peu d'inconvénients si vous cherchez de la sécurité avant tout, mais il y a aussi beaucoup de points positifs en ce qui concerne le travail et les opportunités professionnelles aux États-Unis. Si c'est un sujet qui vous intéresse, le travail, les opportunités aux États-Unis, je vous mets un petit i ici. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de jobs ici payent mieux qu'en France. Par exemple, une infirmière, donc certes, elle a dû payer ses études et les études sont chères, on y revient. Et le jour où elle devient infirmière, elle se fait voilà, environ 75 000 $ par an. Enfin, un point très important, le crédit aux États-Unis, plus particulièrement les cartes de crédit aux États-Unis. Vous savez que beaucoup d'Américains vivent à crédit. Pourquoi, comment on en arrive là? C'est tout simplement que le système des cartes de crédit a une place majeure ici. On règle les dépenses en carte de crédit. Qu'est-ce que ça implique? Si tu n'es financièrement pas responsable, tu vas très vite tomber dans des dettes qui vont te coûter très cher puisque les taux d'intérêt sont immenses. Si au contraire tu es financièrement très responsable, tu vas tirer profit des cartes de crédit au maximum. C'est-à-dire qu'il y a des bonus quand tu les ouvres, tu vas pouvoir potentiellement voyager gratuitement, avoir du cashback, parce qu'en fait toutes tes dépenses rapportent des points et si tu rembourses à temps, tu n'as pas de frais. Si le sujet des cartes de crédit est un sujet qui vous intéresse particulièrement, j'en parle en détail complet dans cette vidéo que je vais vous mettre dans le petit tout de suite. Voilà, c'est quelque chose aux États-Unis, les cartes de crédit, il faut quand même s'attendre à ça et à tout le système du credit score qui va avec. Là encore, je vous mets ça dans le petit i, je vais pas détailler ça ici parce que je crois que la vidéo fait déjà 30 millions de kilomètres et je veux pas vous faire subir une vidéo de blablatage de moi pendant 1 heure, vous allez en avoir marre à force et vous allez vous désabonner et moi je veux pas que vous vous désabonniez, je veux que vous vous abonniez en cliquant sur le bouton rouge et en cliquant aussi sur la cloche pour recevoir les futures notifications. That's it! Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est les différences majeures dans mon point de vue entre les États-Unis et la France, ou plus globalement les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider à déterminer si les États-Unis seraient un pays qui vous plairait ou non. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous verrez vivre aux États-Unis? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Quel est l'avantage qui vous intéresse le plus? Sinon, pourquoi? Quel est le désavantage le plus grand selon vous en fait? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime parce qu'il paraît que l'algorithme YouTube adore ça, donc voilà, faites plaisir à l'algorithme YouTube et à moi c'est Aurore. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous. La deuxième chose c'est la dangerosité.